Second mécanisme, c'est la théorie des clones interdits. Alors là, c'est tout simple. C'est ce qui se passe par exemple pour la thyroglobuline. Théoriquement, lorsque vous avez un auto-antigène, vous avez une régulation avec notamment des lymphocytes T régulateurs qui vont empêcher l'activation de lymphocytes T auxiliaires, T helper, impliqués dans la réponse contre l'auto-antigène. Je vous ai dit comme exemple la thyroglobuline. Pour une raison X, c'est qu'il n'y a pas, dans ces cas-là, d'autorégulation. Et en fait, il y a bien la production ou l'expansion de cellules T auxiliaires qui vont vous donner une réaction auto-immune contre la thyroglobuline. Donc ça, c'est la théorie des clones interdits. Il ne devrait pas exister, ces clones. Ils devraient être régulés en fait de façon correcte. Ils ne le sont pas. Alors, plus étonnant, parce que ça, c'est pas finalement étonnant, c'est une troisième théorie, c'est la théorie des antigènes altérés. Alors ça, c'est ce qui explique notamment qu'il y a des réactions des anémies hémolytiques auto-immunes, notamment contre un médicament qui est l'alpha-méthyldopa. L'alpha-méthyldopa, vous savez, c'est un agent antihypertensif, mais c'est le même mécanisme que l'on a pour des réactions, des anémies auto-immunes avec par exemple la pénicilline ou la céphalosporine. Donc ça nous intéresse, vous avez déjà là 3 médicaments pour lesquels que se passe-t-il? Vous avez un globule rouge normal, vous avez la surface de ce globule rouge qui peut être altérée sous l'action notamment de médicaments. Et ce qui va se passer, c'est que sous l'action de l'alpha-méthyldopa, altération de la surface des globules rouges, production d'auto-anticorps qui sont dirigés, bien entendu, contre les globules rouges qui sont altérés. Ça, c'est normal. Mais l'étonnement, c'est que, en fait, ces mêmes auto-anticorps vont également provoquer la lyse d'hématies qui n'ont pas d'altération. Donc au départ, c'est contre des antigènes qui ont été altérés, mais à la fin, vous faites une anémie avec la lyse d'un ensemble de globules rouges altérés, non altérés. Ensuite, subtil aussi, c'est la théorie des réactions croisées. Alors ça, c'est quelque chose d'important. On en a déjà parlé, notamment lorsque l'on a parlé de la maladie de Bouillot, rhumatisme articulaire aigu. Vous vous souvenez que la maladie de Bouillot, décrite par Jean-Baptiste Bouillot, ça vous donne d'une part rhumatisme articulaire aigu, ça veut dire qu'il y a une arthrite, mais qu'il y a une cardite, c'est-à-dire qu'il y a une myocardite, et il y a, ça va vous revenir en mémoire parce que je vous l'ai déjà montré, il y a une atteinte des valves cardiaques, vous l'avez ici l'atteinte des valves cardiaques, et tout ça, tous ces effets donc, qui sont délétères, sont dus en fait à des réactions croisées, et là en l'occurrence, ça va être réaction croisée entre protéines du streptocoque A, d'où la nécessité cette fois-ci d'utiliser à bon escient des antibiotiques lorsque vous avez une angine à streptocoque. Sans ça, vous avez un risque d'avoir un rhumatisme articulaire aigu, une maladie de Bouillot. Mais vous avez d'autres exemples de mimétisme moléculaire, de réactions croisées qu'on va expliquer tout à l'heure. Par exemple, l'antigène exogène, c'est Mycobacterium tuberculosis. L'auto-antigène, protéoglycane du cartilage. Et c'est impliqué une des causes de polyarthrite rhumatoïde,
Mais vous vous souvenez que derrière une maladie auto-immune, il y a des multiples mécanismes. Ça, c'est une des applications. Vous avez toujours sur la gauche des antigènes exogènes, protéines du Yersinia, réaction croisée avec le récepteur TSH, ça vous donne maladie de base d'eau, Graves' disease. Un croisement entre un poliovirus et un récepteur de l'acétylcholine, ça vous donne une myasthénie. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on essaye à chaque fois de trouver en fait une réaction croisée à l'échelon moléculaire entre un antigène exogène et un auto-antigène. On la trouve d'ailleurs pas toujours. Alors, qu'est-ce qui explique ces réactions croisées? Là, c'est un petit peu subtil. Vous avez ici en haut un antigène étranger, et vous savez que sur ces antigènes étrangers, il y a des épitopes B qui vont être reconnus par les immunoglobulines de surface des lymphocytes B, et vous avez, là il est en rouge, et vous avez en jaune des épitopes T. Et en fait, ce que fait la cellule présentatrice d'antigènes, ici, c'est que vous avez un antigène étranger. C'est étranger, donc dans ces cas-là, il n'y a pas de régulation. Il y a des lymphocytes T auxiliaires qui sont bien activés par cet épitope T étranger, et qui va vous donner ici la production d'anticorps qui vont reconnaître un épitope B rouge étranger. Ça, c'est normal. Bien. Vous avez un antigène du soi. Ici, il est en bleu et en vert. Un antigène du soi, vous présentez un épitope T du soi à des lymphocytes T auxiliaires. Cette fois-ci, logiquement, vous ne devez pas avoir en fait de production d'anticorps contre un épitope B du soi. Logique. D'accord? Là, tout est soi, donc épitope T du soi, épitope B du soi, ça ne doit pas donner de production d'anticorps. Alors, plus subtil, vous avez un antigène microbien, et l'antigène microbien, il a un épitope B ici qui est semblable à une région du soi. Il est ici en bleu, on le voit. Mais l'épitope T, c'est un antigène du non-soi. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez bien avoir des lymphocytes T auxiliaires qui vont être activés et qui vont faire qu'il va y avoir production en fait d'anticorps contre un antigène, contre un épitope B du soi. Donc voilà une des explications qui est assez subtile mais qui est bien sur le fait que vous ayez des réactions croisées. Alors là, il y a la demoiselle blonde qui a mal à la tête, là, en disant les antigènes du soi, du non-soi. Faut vous repasser ce schéma-là, lentement, et puis vous verrez que ça va tout seul. Alors ça, c'était les réactions croisées. À chaque fois derrière, vous dites, bon, ça, ce sont des théories, mais derrière, il y a des vraies réalités. C'est-à-dire, la réalité, c'est qu'il y a bien des réactions croisées qui conduisent à des réactions auto-immunes. Ensuite, une autre théorie qui est importante et qui correspond à des réalités, c'est le fait que vous pouvez avoir des activations polyclonales, et d'abord, vous pouvez avoir une activation polyclonale des lymphocytes B, activation polyclonale B. Cette action polyclonale B, elle peut être due à trois choses. Ça peut être une propriété inhérente à des clones de lymphocytes B qui s'activent, je dirais, d'eux-mêmes. Mais ce
qu'il y a de plus marquant, c'est qu'il peut y avoir cette activation polyclonale sous l'action d'un certain nombre de cytokines. Par exemple, lorsque vous avez l'IL2 qui active les lymphocytes T auxiliaires, vous avez un certain nombre de cytokines 4, 5, 6 qui vont activer les lymphocytes B, et ça vous donne une activation polyclonale. Lorsque vous avez une activation polyclonale, dans ces cas-là, vous pourrez avoir derrière une réaction auto-immune. Et puis, on va revenir sur cet exemple-là, où je peux le traiter tout de suite, d'ailleurs, ce sera plus logique. C'est ce qui explique, par exemple, que vous avez des réactions d'auto-immunité chez des patients que vous traitez par l'interleukine 2. L'interleukine 2, ça a été proposé comme traitement notamment des cancers du rein. Et lorsque vous traitez ces patients avec l'interleukine 2, vous pouvez avoir des réactions d'auto-immunité, en particulier des thyroïdites auto-immunes. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas le lymphocyte, c'est pas le système immunitaire qui produit lui-même son interleukine 2, c'est vous qui avez injecté de l'interleukine 2, ça vous donne une activation polyclonale et dans ces cas-là, une réaction auto-immune. Il peut y avoir un troisième mécanisme d'activation polyclonale, c'est tout simplement un effet mitogène, c'est-à-dire vous avez des substances ou des molécules, notamment des molécules d'origine bactérienne, qui provoquent la mitose des lymphocytes B. Et ça, c'est ce qui explique qu'on aura des réactions auto-immunes, notamment dans le cas de patients qui ont un paludisme, qui ont une trypanosomiase et d'autres parasites qui peuvent comme ça vous avoir un effet mitogène et vous provoquer une réaction auto-immune. Donc ça, c'est l'activation polyclonale B. Ça va ? L'activation polyclonale T. Cette fois-ci, c'est l'ensemble ou un sous-ensemble de lymphocytes T, notamment de lymphocytes T auxiliaires, qui vont être activés sous l'action notamment de cytokines interféron gamma, par exemple, qui va vous augmenter la présentation des antigènes. S'il y a une augmentation des présentations de l'antigène, il peut y avoir une activation polyclonale, donc des lymphocytes T. Et ça, cette activation polyclonale des lymphocytes T, ça peut être impliqué notamment dans des maladies de système, dans des maladies auto-immunes de système. On le reverra. Ah, autre point important, là vous avez un schéma que j'avais oublié. Voilà. Vous avez un schéma régulation des interactions cellulaires. Voilà ce qui se passe ici. Pardon? Polyclonal T, toujours dans l'activation polyclonale T. Hein. N'est pas B. Ultimement, ça fera une activation DB, mais d'abord, là, ce que je veux vous montrer, c'est une activation polyclonale T sous l'action des cellules T régulatrices. Théoriquement, ce qui se passe, c'est ça. Vous avez une régulation des interactions cellulaires. D'accord? Et les T régulateurs qui vont vous freiner l'action des lymphocytes T auxiliaires ici, et qui vont vous baisser les réactions auto-immunes. Si ce qui se passe, les cellules T régulatrices ont une activité qui diminue, si vous levez le frein, elles ont une activité de frein, les T régulatrices, sur les T auxiliaires. Si vous levez le pied du frein, ça veut dire que les T auxiliaires, elles, vont accélérer. Et dans ces cas-là, il y aura l'activation polyclonale T qui vous donnera ultimement des réactions auto-immunes.
Bien. Vous avez vu les activations polyclonales, que ce soit B, que ce soit T. Là, il y a la théorie des infections virales. Ce qu'on est obligé de constater, c'est que beaucoup de ces maladies auto-immunes ont, parmi les causes sous-jacentes, des infections, notamment par des virus. Et les effets de ces virus peuvent être de deux types, selon que le virus est en fait un virus qui est lytique, qui cause une lyse cellulaire, ou qu'il est non lytique. Alors, s'il est lytique, qu'est-ce qui peut se passer? Dans ces cas-là, vous pouvez avoir par lyse, par le virus de la cellule, la libération d'un certain nombre d'antigènes qui étaient séquestrés tout simplement à l'intérieur de la cellule. Ce qui explique par exemple des maladies telles que les myocardites auto-immunes, ou c'est ce qui explique par exemple une maladie neurologique qui vous conduit directement en réanimation neurologique, qui est le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré, ça provoque notamment, ça vous bloque les muscles qui sont nécessaires à la respiration. Donc on est obligé de vous intuber. Toujours est-il que Guillain-Barré ou myocardite, on dit que c'est la libération d'un certain nombre d'antigènes séquestrés au niveau des fibres musculaires. Mais à côté des virus lytiques, il y a d'autres mécanismes qui impliquent des virus non lytiques. Comment les infections virales peuvent être responsables donc de maladies auto-immunes alors que ces virus ne sont pas lytiques? Regardez tout simplement. Ici, vous avez un lymphocyte. Ce que vous pouvez avoir, c'est vous pouvez avoir à l'intérieur du lymphocyte l'insertion d'un ADN viral à l'intérieur donc de l'ADN lymphocytaire. Insertion d'ADN viral. Ça se fait, ça. Activation des lymphocytes T auxiliaires qui produisent de l'interféron gamma. Qui dit production d'interféron gamma vous dit augmentation de l'expression des antigènes de classe 2 et augmentation de la présentation des antigènes par les molécules de classe 2 du CMH. Ici, vous voyez l'antigène qui est présenté par les molécules de classe 2 du CMH. Et là, ça veut dire que vous allez activer encore beaucoup plus les lymphocytes T auxiliaires. Donc il y a une espèce de boucle qui s'est faite ici, depuis en fait l'insertion de l'ADN viral dans le génome du lymphocyte, et ici activation, présentation, activation. Donc ça, c'est un des mécanismes. Il y a un autre mécanisme qui explique, par exemple, que vous faites des auto-anticorps contre le récepteur TSH ou contre le récepteur à l'acétylcholine, c'est le rôle du réseau anti-idiotypique. Alors, un petit schéma là. Le virus, à chaque fois qu'il doit rentrer, pénétrer dans la cellule, il lui faut une porte d'entrée dans la cellule cible. Si vous faites des anticorps contre le virus, qui est une bonne chose a priori, vous faites des anticorps contre le virus, mais si vous avez le malheur de faire ces anticorps contre la région du virus qui va lui servir à pénétrer dans la cible, par le biais du réseau antidiotypique, c'est-à-dire vous faites des anticorps, ça c'est la B1, vous faites un anticorps anti-anticorps, et vous notez que cet anticorps anti-idiotype, ici, il va être finalement dirigé contre la cellule cible. Donc, voilà, ça vous interpelle, hein? Donc vous faites un anticorps antivirus normal, sauf que c'est dirigé contre la structure virale qui sert à ce virus
à se lier ou à rentrer à l'intérieur de la cellule cible. Anticorps, anti-anticorps, donc vous avez fait un anticorps contre celui-ci, contre l'anticorps antivirus. Ben, l'anticorps anti-idiotype, l'idiotype le voilà, l'anticorps anti-idiotype, il permet à votre anticorps anti-idiotype de se lier cette fois-ci sur la cellule cible. Donc, vous avez, que ce soit des virus lytiques ou non lithiques, des multiples façons de devenir un auto-anticorps. Alors, l'immunologie, vous savez, c'est pas simple. C'est pas parce que vous avez des auto-anticorps, et là on passe des mécanismes étiologiques. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'était les mécanismes sous-jacents. Maintenant, on passe aux mécanismes pathogènes, c'est-à-dire on dit, voilà, qu'est-ce qui est directement responsable de la maladie auto-immune. Ce qui peut être directement responsable de la maladie auto-immune, ça peut être soit des anticorps, soit des cellules. Donc, la première chose à se poser, c'est est-ce que les auto-anticorps sont directement responsables? Le problème, c'est que de temps en temps, vous avez des auto-anticorps qui sont responsables directement, qui sont des auto-anticorps pathogènes, responsables de la maladie. Et vous verrez des exemples d'auto-anticorps qui sont pathognomoniques de la maladie. C'est-à-dire, vous savez que si vous avez ces auto-anticorps, vous avez la maladie. Et pourtant, ces auto-anticorps ne sont pas pathogènes. Alors, comment allez-vous faire pour prouver qu'un auto-anticorps est pathogène et directement responsable de la maladie auto-immune? Ben, vous avez plusieurs façons de procéder qui sont plus ou moins convaincantes et je vous donne par ordre d'arguments convaincants décroissant. Qu'est-ce qui est le plus convaincant? Et vous en verrez un exemple tout à l'heure. Qu'est-ce qui est le plus convaincant? C'est lorsque vous arrivez à reproduire en fait la maladie auto-immune en administrant à un sujet normal des auto-anticorps qui viennent d'un sujet malade. Donc il y en a un qui a la maladie, l'autre qui ne l'a pas. Si vous prenez des anticorps de l'un pour injecter au sujet sain et qui fait la maladie, c'est bien l'auto-anticorps qui est pathogène. Ça, c'est définitivement convaincant. Ensuite, ce qui est un tout petit peu moins convaincant tout de même, c'est lorsque vous arrivez à induire la lésion chez l'animal en l'immunisant avec un auto-antigène. Bon. Ensuite, ce qui peut vous convaincre, mais il faudra, c'est lorsque vous arrivez, et on en verra des exemples, à simuler in vitro, cette fois-ci vous n'êtes plus in vivo chez l'animal, mais vous êtes in vitro à reproduire la lésion in vitro. Un autre argument, c'est si vous arrivez à isoler des auto-anticorps au niveau de la lésion elle-même, au niveau de l'articulation par exemple, au niveau du rein. Et le dernier argument qui est le moins convaincant finalement, c'est si vous avez une corrélation entre le taux des auto-anticorps et les poussées de la maladie. Souvent, ces maladies auto-immunes, ça évolue par des poussées et des rémissions. Si vous avez, au moment des poussées, une élévation du taux d'auto-anticorps, vous aurez tendance à penser qu'il y a un mécanisme pathogène des auto-anticorps. Et pourtant, ce n'est pas absolument évident. Alors, ce qui a beaucoup fait faire des progrès, c'est ce monsieur. C'est la fameuse réaction de Combs. Alors moi, ça m'a fait songer parce que c'est un monsieur qui est passé dans l'histoire de l'immunologie. Et la réaction de Combs qui a été extrêmement importante parce que c'est celle qui a permis de résoudre en partie le problème des compatibilités lors des transfusions sanguines.
Or, des transfusions sanguines, on en faisait beaucoup au cours des conflits, au cours des guerres, notamment au cours de la guerre de 40, bien entendu. Mais il a fallu attendre 1945 et que Combs découvre cette fameuse réaction de Combs pour que l'on puisse tout de même détecter des auto-anticorps dirigés contre des antigènes de groupe sanguin. Alors moi, ce qui m'a fait songer, c'est que 1945, Combs, il avait donc 24 ans. Ça veut dire qu'il serait peut-être temps pour vous déjà de faire une découverte qui marque de votre nom l'histoire de l'immunologie. Voilà. Je n'ai pas réussi à trouver des photos de lui jeune. Mais le test de Combs, vous le connaissez. Test de Combs direct, on l'a déjà vu, où vous partez des hématies du patient qui portent les auto-anticorps, avec un anticorps anti-IgG, et un direct, où cette fois-ci, ce n'est pas les hématies du patient qui portent l'auto-anticorps, c'est que vous utilisez les anticorps du patient qui sont dans le sérum, vous les mettez en présence d'hémacitests, et là, vous rajoutez votre anticorps anti-immunoglobuline humaine et vous avez un test de Combs indirect. Peu après, en fait, le test de Combs, vous avez tout de même des jeunes étudiants en médecine, notamment ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu prouver, en fait, et c'est le fameux Huntington, qui a aussi marqué l'histoire de l'immunologie, parce qu'ils ont voulu démontrer, en fait, l'origine auto-immune des thrombocytopénies qu'ils observaient chez une patiente. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré, ils étaient deux étudiants en médecine pour vouloir faire l'expérience, ils ont tiré au sort lequel recevrait donc du sérum d'une patiente qui avait une thrombocytopénie X. Et pour prouver que c'était une thrombocytopénie auto-immune, Huntington donc s'est injecté tout de même 500 ml du sang de la malade. Et il a failli en mourir dans les minutes qui ont suivi parce qu'il a fait une thrombocytopénie. Ça a bien marché la démonstration. Hein. Il a fait une thrombocytopénie qui a failli le tuer immédiatement. Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que ça n'a pas découragé parce qu'en fait, du coup, ils ont fait la même expérience sur un certain nombre de volontaires sains. Et vous voyez ici la chute, en fait, des plaquettes qui diminuent de façon considérable. Bon, ils avaient pris sans doute plus de précautions. Bien entendu, ce type d'expérience, c'est absolument impossible à faire maintenant, mais ça montre bien que tout de même, la reproduction de la maladie par injection d'auto-anticorps à des sujets sains, il y a 50 ans en tout cas, c'est ce qui se faisait. Bien. Alors, sans ça, en dehors de cet exemple-là, le fait, par exemple, que vous pouvez trouver... Hop, mise en évidence. Oui, on va le faire. Vous pouvez trouver des anticorps dans des lésions. Par exemple, vous pouvez le rechercher au niveau rénal chez des patients qui ont des lupus. Lupus érythématodisséminé, c'est une maladie de système dans lesquelles il y a des anticorps anti-ADN qui vous provoquent au niveau rénal des glomérulonéphrites. Vous pouvez retrouver ces auto-anticorps au niveau rénal, ce qui est assez convaincant pour dire qu'ils sont responsables de la maladie. Quand je vous disais tout de même qu'il fallait être prudent, c'est que dans le lupus que vous venez d'étudier au niveau rénal en montrant qu'il y a des anticorps anti-ADN, il y a dans le lupus un type d'anticorps que l'on recherche qui sont les anticorps anti-SM. Les anticorps anti-SM, c'est tout simplement parce que le premier monsieur chez lequel on a trouvé ces anticorps, c'était monsieur Smith. Monsieur Smith, c'est le Dupont-Durand anglais. Donc, chez monsieur Smith, on a trouvé des anticorps anti-SM et ces anticorps anti-SM sont pathognomoniques
en fait du lupus. Et pourtant, on sait qu'ils n'ont aucun rôle pathogène. Alors, lorsqu'ils sont pathogènes, quels sont les mécanismes? Ça va être les mécanismes que vous connaissez bien, c'est-à-dire les mécanismes d'action, les mécanismes effecteurs des anticorps. Vous pouvez avoir une lyse dépendante du complément. Alors, la lyse dépendante du complément, c'est ce que vous avez par exemple dans une maladie qui sont les hémoglobinuries paroxystiques affrigorées. C'est des hémoglobinuries où vous avez des urines rouges avec une lyse des hématies. Et affrigorées, c'est parce qu'elles se passent quand vous êtes exposé au froid. Vous êtes en train de faire du ski à Val d'Isère, il fait froid, et vous avez tout d'un coup des maux de tête, on en reparlera, une hémoglobinurie, donc il faut rentrer d'abord vous mettre au chaud. Donc ça, c'est le premier exemple. Opsonnisation, c'est les thrombocytopénies auto-immunes. Vous avez des auto-anticorps qui vont être des IgG, dans ces cas-là, qui peuvent opsoniser, recouvrir en fait des cellules et en fait provoquer la lyse de vos propres cellules. Complexe humain. Complexe humain, ça va provoquer notamment des maladies sériques. Et dans les maladies sériques, vous avez ces maladies sériques qui sont dues à des antigènes exogènes, ça vous l'avez déjà vu, quand on a fait les hypersensibilités de type 3, on a vu la maladie sérique, on a vu que si vous injectez du sérum de cheval par exemple, vous pouvez faire des complexes humains, ça c'est des antigènes exogènes, mais vous pouvez faire également des complexes humains avec des antigènes endogènes, notamment des anticorps dirigés contre l'ADN, et ça va vous donner des complexes humains qui vont aller au niveau notamment du rein et vous donner des néphrites. C'est ce qui se passe par exemple dans le cas du lupus érythématodisséminé. Je vous ai parlé, il y a des lésions rénales. Ensuite, votre anticorps, il peut inhiber récepteurs, typiquement la myasthénie, Myasthenia gravis. Vous faites des anticorps contre le récepteur à l'acétylcholine, ici, anticorps antirécepteurs. Dans ces cas-là, vous avez internalisation du complexe anticorps antirécepteur ici, antirécepteur à l'acétylcholine, internalisation du complexe anticorps récepteur, donc il y a une diminution du nombre de récepteurs qui sont accessibles pour l'acétylcholine, donc ça vous entraîne une myasthénie. Donc ça c'est par activation de récepteurs. Vous avez également le même mécanisme lorsque vous activez le récepteur à TSH, ce qui va vous donner en fait des maladies de base d'eau, Graves' disease. À côté de ça, vous avez, à côté de l'activation d'un récepteur, vous avez l'inhibition d'un récepteur. Là, je l'ai vu pour la myasthénie, activation maladie de base d'eau. Inhibition d'un peptide physiologique. Ça, c'est l'anémie de Birmer. Vous inhibez un peptide qui est le facteur intrinsèque. Là, j'ai été un peu en zigzag. Donc, oui, hein, j'ai été en zigzag, c'est bien ça. J'avais inhibition d'un récepteur myasthénie, activation d'un récepteur maladie de base d'eau. C'est là où j'ai dû avoir un bug. J'en ai pas eu pendant la première heure, à mon avis. Donc, il fallait bien que j'en fasse un pendant la seconde heure. Donc, activation d'un récepteur maladie de base d'eau. Inhibition, c'est dur aussi. Inhibition, activation, inhibition, on ne s'en sort pas. Inhibition d'un peptide physiologique. Ici, c'est le facteur intrinsèque. Vous savez que c'est un peptide qui est nécessaire à l'absorption de la vitamine B12.
et qui est une vitamine nécessaire à l'érythropoïèse. On verra ça. Alors, vous dites pour l'instant, on a parlé du rôle pathogène des auto-anticorps. Est-ce qu'il y a un rôle pathogène des réponses immunes à médiation cellulaire? Ben oui, il y a bien un rôle des réponses immunes à médiation cellulaire. On s'aperçoit dans un certain nombre d'affections auto-immunes, par exemple les thyroïdites auto-immunes, qu'il y a une grande infiltration de l'organe qui est affecté par la maladie auto-immune, notamment essentiellement par les lymphocytes T CD4+, par les lymphocytes T auxiliaires. Il y a aussi des lymphocytes T CD8, des lymphocytes T cytotoxiques, mais de façon moins importante. Mais ça, on le retrouvera pour beaucoup de maladies auto-immunes. Donc, rôle des cellules attesté par la présence de nombreux lymphocytes T auxiliaires au niveau du site de la maladie auto-immune. Alors, ça, c'était des mécanismes pathogènes. Dans les mécanismes sous-jacents étiologiques, je vous ai dit tout à l'heure, globalement, il y a la génétique, il y a un certain nombre de choses. On va les regarder. Auto-immunité et facteurs génétiques. Auto-immunité et facteurs génétiques, comment on peut évaluer quel est l'impact en fait de la génétique sur les maladies auto-immunes? Une bonne façon en fait de l'évaluer, c'est de regarder ce qui se passe chez les jumeaux, que ce soit des jumeaux, des vrais jumeaux, ou que ce soit des jumeaux qui sont hétérozygotes. Et vous regardez ici, c'est frappant pour un certain nombre de maladies. Vous ne notez pas ces chiffres-là, vous les aurez de toute façon en allant récupérer tout ce que je vous ai dit. Mais vous voyez quelle est l'augmentation de risque lorsque vous avez un jumeau identique affecté. Et là, cette colonne-là vous donne le risque lorsque vous avez un proche affecté. C'est vraiment considérable, que ce soit pour la polyarthrite rhumatoïde ou pour le lupus. Là, on va... Lupus, pardon. Lupus, qu'est-ce que je dis? Lupus. Donc, sclérose en plaques, lorsque vous avez un jumeau identique affecté, multiplié par 260, lorsque vous avez un proche affecté, un papa, une maman, un oncle, multiplié par 20, d'accord? Donc, ça veut dire une chose, ça. Ça veut dire que, bien évidemment, dans ces maladies, il y a un facteur génétique, mais on verra souvent que lorsque vous avez deux jumeaux génétiquement identiques, le pourcentage de malchance que lorsqu'il y a un premier jumeau infecté, l'autre fasse également une maladie auto-immune, ce n'est pas 100%. Si ça n'était que génétique, ça serait 100%. Ça veut dire qu'il y a bien d'autres facteurs. Alors, comment on explique en fait la génétique? Ce qui est impliqué assez fortement, c'est les antigènes de classe 1 et de classe 2. D'abord, pour les antigènes de classe 2, on arrive à avoir en fait des liaisons entre certains gènes qui codent pour les molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité et la fréquence des maladies auto-immunes. C'est ce que l'on reverra notamment pour le diabète de type 1. Et c'est très précis, en fonction des gènes qui codent pour la chaîne bêta des molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité, vous serez plus ou moins susceptible de faire un diabète. Donc, comment vous pouvez relier le fait qu'en fonction des allèles qui vont vous coder pour les gènes des molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité, vous serez susceptible ou pas susceptible? Alors, là, il y a deux possibilités.
vous avez un sujet A, vous avez un auto-antigène. Ce sujet A, ici, il a des molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité qui vont présenter les épitopes T, ici, d'un auto-antigène. Bien, ici, vous aurez l'activation des lymphocytes T. Mais le sujet B, qui a un autre allèle qui code pour d'autres molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité, lui, il ne va pas présenter l'auto-antigène. Voilà, pas de présentation, donc pas d'activation. En fonction donc de votre allèle, vous allez présenter ou pas présenter un auto-antigène. Il y a une autre explication pour relier donc génétique, molécule de classe 2, réaction auto-immune. Une autre explication, c'est celle-ci. Vous avez toujours mon sujet de classe A, ici. Il présente l'antigène, mais cet antigène va activer des lymphocytes T régulateurs. Les lymphocytes T régulateurs, c'est le frein. Donc, cette fois-ci, il n'y a pas d'activation des T auxiliaires. Il présente à des T régulateurs, où il va activer des T régulateurs. Alors qu'un sujet B, lui, il va plutôt activer directement des T auxiliaires. Alors, il n'y a pas que les antigènes de classe 2 qui sont assez directement reliés à votre susceptibilité génétique de faire des maladies auto-immunes. Il y a également les antigènes de classe 1. Alors là, il y a quelque chose aussi d'un petit peu subtil. Les antigènes de classe 1, auto-immunité et molécules de classe 1. Ici, vous avez un lymphocyte T qui, tout à fait logiquement, va entraîner la lyse de cellules cibles qui, en fait, présentent vos antigènes par des molécules de classe 1. Ça, c'est normal. Lorsque vous n'avez pas de molécules de classe 1, qu'est-ce que vous avez comme cellule qui va pouvoir vous entraîner la lyse? Les cellules? Pardon? NK, merci. Donc, les cellules NK. Et vous savez que sur les cellules NK, vous avez en fait des récepteurs ici, des récepteurs activateurs et des récepteurs inhibiteurs. D'accord? Récepteurs KIR, qui justement détectent qu'il n'y a pas ici, qu'il n'y a pas de molécules de classe 1 qui vont faire que votre cellule NK va être active. Bien, ce qui peut se passer, c'est que lorsque vous avez une diminution des antigènes de classe 1, des molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité, bien, dans ces cas-là, la cellule NK va se tromper, va dire tiens, il y a une diminution ici, il faut que je m'active. Il y a même des lymphocytes T qui ont des récepteurs KIR qui vont être activés, et dans ces cas-là, ça peut donner des réactions auto-immunes. Tout simplement par baisse des molécules de classe 1. C'est ce qui a été démontré notamment dans le cas du diabète. Alors, grande injustice maintenant, parce que toujours dans les mécanismes étiologiques, dans les mécanismes sous-jacents, il y a auto-immunité et hormones. Et là, la grande injustice, vous l'avez sur ce tableau-là, vous l'avez déjà vu, c'est que les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes de faire des maladies auto-immunes. Vous voyez, dans la thyroïdite d'Hashimoto, c'est 25 à 50 fois plus, mais de toute façon, c'est toujours, en gros, mettons de 2 à 50 fois plus de malchance pour les femmes de faire des maladies auto-immunes que pour les hommes. Alors, la première chose auquel vous pensez en disant, tiens, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, ça peut être les hormones féminines. Effectivement, on sait que les hormones féminines peuvent avoir un rôle dans l'auto-immunité,
et ça a des conséquences pratiques, notamment pour vous, mesdemoiselles ou mesdames, c'est que notamment les contraceptifs qui ont un fort contenu en oestrogène peuvent exacerber par exemple des maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux disséminé, c'est exacerbé par ce type de contraceptif. Lorsque vous faites des manipulations hormonales, des traitements hormonaux, ça peut influencer notamment ou provoquer des thyroïdites auto-immunes ou des arthrites. Alors, le rapport entre le système endocrinien et le système immunitaire, ça, c'est un champ d'étude qui est tout à fait intéressant. Alors, autre facteur important dans ces réactions auto-immunes, à côté des hormones, auto-immunité et infection. Alors vous dites, ben là c'est simple, je viens de vous expliquer en long et en large que par exemple, le fait d'avoir des infections virales, vous vous souvenez qu'elles soient lithiques ou non lithiques, ça pouvait provoquer des réactions auto-immunes. Donc vous dites donc, ok, infection bactérienne ou virale, mimétisme moléculaire, réaction croisée, ok, réaction auto-immune. Oui, sauf que deux choses. Vous vous souvenez de la théorie hygiéniste des allergies? Ben, aussi, on s'aperçoit tout de même qu'il y a moins de réactions auto-immunes dans les pays qui sont les plus infectés, par exemple, par des parasites. Puis il y a une autre chose qui est troublante, même si tout de même des souris et des hommes, c'est tout de même un petit peu éloigné les souris et les hommes, tout de même ce qu'il y a de frappant, c'est que dans les modèles expérimentaux, lorsque les souris sont dans des conditions d'hygiène qui sont défavorables, c'est-à-dire exposées à des infections bactériennes et virales, elles ont plutôt tendance à faire moins de réactions auto-immunes. Donc c'est complexe. D'un côté, c'est sûr qu'il y a des virus qui sont impliqués dans l'étiologie des réactions auto-immunes, et en même temps, on s'aperçoit que de temps en temps, ces réactions ou ces maladies auto-immunes sont moindres lorsqu'il y a une exposition à des microbes. Alors, pour vous, c'est forcément important. Je pose souvent des questions là-dessus, sur auto-immunité et médicaments, parce que vous ne pouvez pas ne pas savoir quels sont les médicaments ou les principaux médicaments dont vous avez la liste ici, qui sont impliqués dans les réactions auto-immunes. Alors là, d'habitude, je vous dis, vous allez vous reporter au texte, mais là, c'est tellement important, c'est que je vous laisse tout de même au moins 2 minutes pour noter les médicaments qui sont impliqués dans des réactions auto-immunes. Alors là, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer en fait, lorsqu'il y a des réactions, des hypersensibilités à un médicament ou des processus auto-immuns. Et pour se rendre compte de la différence, qui n'est pas toujours évidente, pour se rendre compte de la différence, il y en a une qui est assez simple, c'est que si vous retirez le médicament et que les effets délétères disparaissent, c'est que c'est plutôt une hypersensibilité. Si, lorsque vous retirez le médicament, il reste des effets pathogènes, ça sera plutôt des réactions auto-immunes. Alors, je ne me presse pas trop là pour que vous ayez le temps de noter. Vous notez des choses qui sont un petit peu embêtantes. C'est que par exemple, vous avez des médicaments tels que celui-ci qui sont utilisés pour le traitement de polyarthrite rhumatoïde, donc d'une maladie auto-immune de système, et qui induisent éventuellement une autre maladie auto-immune. Des pénicillamines, pareil, traitement de la polyarthrite rhumatoïde,
ça vous induit, et on va en reparler tout de suite, un certain nombre de réactions auto-immunes. Alors, on ne sait pas toujours comment ces médicaments, pas toujours, on sait rarement comment ces médicaments induisent des réactions auto-immunes, mais on sait qu'il y a une composante génétique, et c'est bien illustré par exemple par le cas de la pénicillamine. Vous voyez que dans la pénicillamine, vous pouvez avoir soit une myasthénie, soit une glomérulonéphrite ou une néphrite. Eh bien, en fonction, en fait, et là il y a une composante génétique, en fonction du gène qui code pour des molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité, vous ferez soit plutôt sous l'action de la pénicillamine une myasthénie, ça c'est si vous êtes HLA-DR2, si vous avez un allèle DR2, alors que si vous êtes HLA-DR3, vous aurez plutôt la malchance de faire une néphrite. Donc ça, médicaments et maladies auto-immunes, franchement, c'est quelque chose à savoir. Ensuite, auto-immunité et radiation. Qu'est-ce que c'est la radiation? Ça peut être tout simplement les radiations par les ultraviolets. Lorsque vous avez une exposition aux ultraviolets, ça vous donne une modification en fait des radicaux libres ou modification, pour être plus exact, modification des antigènes sous l'effet de ces radiations. Ces antigènes peuvent devenir dans ces cas-là des auto-antigènes, mais ce qu'il y a de clair, c'est que l'exposition au soleil réactive de temps en temps des maladies auto-immunes, toujours par exemple l'exemple du lupus. Alors, il y a deux choses qui sont importantes aussi. C'est d'une part le stress. Alors là, ça vous paraît banal de dire ça, mais il faut voir que pendant un certain temps, un certain nombre de maladies auto-immunes étaient considérées comme des maladies psychosomatiques. Premier point, pendant très longtemps, des maladies psychosomatiques. Ça, c'est le premier point. L'autre point, qui est que tout de même, c'est des maladies du système immunitaire, mais que cette fois-ci, le stress est effectivement important, c'est qu'on sait très bien que chez les patients qui ont une maladie auto-immune, il y a une relation entre plus ou moins de stress et plus ou moins de poussée d'une maladie. Donc ça, c'est très clair que le stress a un rôle, en tout cas, dans des poussées de maladies auto-immunes ou dans des phases de rémission. Et le fait qu'il y ait des facteurs diététiques, ça vous le verrez, il y a une maladie auto-immune qui est la maladie cœliaque, où c'est une intolérance au gluten. C'est des gens qui ne peuvent pas manger, comme vous, du pain, du riz, etc. Mais qu'il y ait des facteurs de l'alimentation qui soient impliqués dans les maladies auto-immunes, c'est évident. Alors, pour terminer cette présentation qui est globale, parce que toutes ces maladies auto-immunes, on va encore une fois les voir une par une. Traitement des maladies auto-immunes. Le traitement des maladies auto-immunes, comment dirais-je? Je ne voudrais pas vous décourager, mais les maladies auto-immunes ne sont pas véritablement des maladies dont vous guérissez. Non. Le principal problème de ces maladies, c'est de faire que l'on va vous donner une espérance de vie qui sera la même que celle d'un individu qui n'a pas de maladie auto-immune. Mais
la guérison, c'est souvent un petit peu aléatoire. Qu'est-ce que l'on va faire comme traitement? Généralement, c'est qu'on va vous remplacer la fonction qui est déficiente. S'il y a un organe qui a été endommagé, on va essayer de le remplacer. Mais ce que l'on va faire le plus souvent, c'est induire une immunodépression ou une immunosuppression. Ça, c'est normal, puisqu'il y a un fonctionnement qui est exacerbé du système immunitaire. On va essayer de freiner ce système immunitaire avec des thérapies qui vont cibler plus ou moins un acteur important du système immunitaire. Alors, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles thérapies de ces maladies auto-immunes, puisque ça représente un problème de santé publique. Voilà.